jeunes diplômés, qui est à la tête d'une école qui forme de jeunes diplômés, qui l'envoie sur le marché du travail. Il s'est illustré dans les années antérieures en créant pour l'accès à cette école une filière d'intégration particulière, puisqu'il a créé les filières des ZEP, des zones d'éducation prioritaire. J'ai sa carte de visite sous les yeux, Richard Descoings, directeur de Sciences Po. Je suis une erreur de casting. C'est-à-dire que je n'ai pas été recruté pour faire ce que j'ai fait. À l'époque, les conseils d'administration de Sciences Po trouvaient que mon prédécesseur, Alain Lancelot, qui avait beaucoup réformé Sciences Po, était un peu agité. On a dit on va prendre un pur produit de la fonction publique, quelqu'un de calme, qui va nous remettre un peu d'ordre. Puis les recruteurs ont été très, très déçus. Il faut, oui, bien sûr, apprendre à se connaître. Et si on évalue ses propres forces, ses propres faiblesses, il vaut d'ailleurs mieux évaluer ses faiblesses. Laisser aux autres le soin d'évaluer les forces, mais soi-même traiter ses faiblesses. Il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Il ne faut pas avoir peur de se dire « je vais m'améliorer ». Une autre forme de vieillissement, me semble-t-il, c'est quand on dit « voilà, je suis comme je suis, et à mon âge, je ne vais pas changer ». Si on ne se connaît pas à 25 ans, moi, ça ne me paraît pas dramatique. Si on ne se connaît pas à 45 ans, alors là, se poser la question de savoir s'il ne faut pas se faire aider. Bon, après, chacun trouve la manière de faire. Moi, je crois beaucoup à la psychanalyse. Ça fait très longtemps que je suis en analyse et je pense que ça... Pour moi, l'analyse, c'est ce qui a allumé des étoiles à mon ciel. Les seules vraies spécialisations sont données par l'entreprise ou par les administrations publiques. Mais c'est sur le tas qu'on acquiert les vraies spécialisations. Que la première chose à faire, c'est d'entrer dans l'entreprise. Après, une fois qu'on a passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois à se faire accepter, à montrer qu'on valait le coup quand même, alors je trouve qu'on retrouve une liberté incroyable. Et c'est ces moments, ces mois pendant lesquels on va gagner ou pas cette crédibilité qui permet ensuite de construire la poursuite d'une carrière au sein d'une entreprise ou plus généralement d'entreprise en entreprise. Ce qu'il faut, c'est décoder les marqueurs, c'est-à-dire être capable de les déployer, de les reconnaître, de les discerner et ensuite les maîtriser. Quand on recrute des jeunes femmes musulmanes, parfois pendant 18-20 ans, on leur a dit que ce n'était pas très convenable de regarder un homme fixement en face. Quand vous passez un entretien de recrutement, si vous ne regardez pas celui ou celle ou ceux qui vous recrutent, si vous avez le regard fuyant et que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, ce qui est parfaitement respectable dans une tradition familiale, dans une foi religieuse, si on n'a pas en tête ce que ça peut signifier dans le monde européen du recrutement, eh bien, on laisse ce handicap à cette jeune femme. Ce qui est injuste, ce qui est insupportable socialement, c'est ce qu'on a appelé plafond de verre. Qu'est-ce que ça veut dire plafond de verre? C'est ces fameux codes non visibles, donc non connus, et donc contre lesquels on se heurte comme le moustique sur l'ampoule, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. J'ai heurté une fois ce plafond de verre et je ne le savais pas. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'ENA et j'ai eu la chance de pouvoir sortir pas trop mal classé. Et j'étais totalement inconnu dans ma promotion. Je me souviens d'un camarade qui s'est précipité vers moi et qui m'a posé cette question extraordinaire. Il m'a dit « Mais t'es qui, toi ?» Là, j'ai su que j'avais touché le plafond de verre, sans le savoir. J'ai eu la chance de passer juste au-dessus. Mais la surprise d'une personnalité qui était totalement à l'aise dans un certain milieu, de voir quelqu'un de pas répertorié, pas connu, finalement réussir pas plus mal que les autres. Et ça, c'est un plafond de verre qu'on peut rencontrer, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit la consonance du patronyme, quel que soit le lieu de sa résidence. Simplement, pour certains, le plafond il est plus bas, il est plus dur. Pour d'autres, on a la chance qu'il soit plus haut. Donc on a tous nos limites. On parle beaucoup d'innovation. De nos jours, on dit le business va se développer par l'innovation, on cherche des collaborateurs innovants. Mais c'est quoi l'innovation? C'est la déviance. Les sociologues des organisations l'expliquent très bien. Quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui fait dévier du chemin principal. Et donc, j'ai envie de dire, c'est pour tous les déviants, au sens maîtrisé du terme, qu'il y a
des boulevards possibles dans le monde du recrutement. Mais ça aussi, ça se maîtrise. Je ne peux pas dire aux recruteurs, je ne suis absolument pas d'accord à ce que fait votre entreprise depuis 10 ans. Il faudra d'abord la comprendre, démontrer qu'on a compris ce que sont les process, les modes d'organisation, et ensuite commencer à proposer de changer la ligne directrice. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes vont choisir les entreprises de plus en plus en fonction des valeurs de cette entreprise. Et que dans ces valeurs, la diversité prendra une place croissante. Elle va devenir une valeur obligée, ne serait-ce que lorsque l'entreprise veut attirer à elle les meilleurs talents. La diversité de leurs collaborateurs les rendra plus forts dans le business, plus forts pour convaincre un client, plus forts contre l'entreprise concurrente. Ce qui est intéressant, ce qui est inventif, ce qui est créatif, c'est de faire croiser des regards. C'est beaucoup plus difficile à gérer parce que vous avez des risques de conflit, vous avez des risques de contradiction, vous avez des rivalités qui vont se produire. Mais ça aussi, ça peut être de la richesse. Je crois que c'est quand j'ai été élu à la tête de Sciences Po. Voilà, quand je suis devenu directeur de Sciences Po, j'ai une grande fierté et je suis toujours aussi fier. Oui, j'ai raté mon DUG à la Sorbonne. C'était une paire de claques bienvenue parce que justement je risquais d'avoir un peu la grosse tête et j'ai cru que c'était trop facile. C'est-à-dire que j'étais en Hippocagne et on avait des équivalences. Je me suis présenté en touriste. J'ai pris une veste, ça me fait le plus grand bien. À l'expérience, si je pouvais revenir 30 ans en arrière, j'étudierais mes cours et j'aurais mon DUG.